Bonjour, alors je vous propose dans cette vidéo d'aborder le sujet de la rotation d'actifs qui semble être en cours et qui semble s'accentuer du secteur techno vers les segments value de la cote. Donc on le voit sur une série de graphiques. Ici vous avez un graphique qui montre un ratio entre un ETF, un Small Caps Value International, donc AVDV, face au Nasdaq. Donc on a vu une baisse régulière du ratio jusqu'au début de l'année 2025 et ça s'est retourné depuis un petit peu lentement jusqu'en octobre, novembre 2025 et de façon beaucoup plus marquée à partir de la fin de l'année 2025. On a le même phénomène qui se produit sur les pays émergents. Donc ici, vous avez le ratio entre les pays, le tracker EM, pays émergents, et l'indice SP500 américain. Donc, ce sont des très grands cycles qui durent une dizaine d'années. Il y a des phases pendant lesquelles les émergents surperforment et d'autres, au contraire, où les valeurs de croissance américaines surperforment, comme c'est le cas de 2011 jusqu'à la fin 2024. Donc, si on zoome un petit peu ce graphique, si on le zoome sur une période de 5 ans, par exemple, vous voyez qu'il y a une belle figure en creux qui se construit. Et là aussi, on a une accélération des tendances depuis la fin 2025, début 2026 qui se met en place. Donc une rotation d'actifs plus marquée depuis le début de l'année. Donc pour les valeurs pétrolières, c'est la même chose. En fait, ici, on a un graphique qui montre donc un ratio entre les valeurs pétrolières internationales et le SP500 américain. Donc là, la rotation d'actifs a été plus longue à se produire, elle est plus tardive, puisque le ratio a baissé jusqu'à la fin de l'année 2025. Toute l'année 2025, en fait, le prix du baril était en tendance baissière, donc les valeurs pétrolières étaient peu favorisées. Mais depuis le début de l'année 2026, vous voyez qu'il y a un revirement et une forte hausse du ratio. Donc, on assiste, et plus particulièrement depuis quelques semaines, depuis la décembre 2025 ou janvier 2026, à une grosse accélération de la rotation d'actifs des valeurs techno-américaines vers les trois segments value de la cote que je vous présentais. Alors, il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est une rotation d'actifs assez générale. Alors ça, bon, ça peut paraître une excellente nouvelle pour nous, investisseurs value, enfin pour des personnes comme moi qui sont à fond dans cet axe. Bon, le portefeuille du Club des investisseurs gagne déjà 17% depuis la fin 2025. Il gagne 92% depuis sa création fin 2023. Donc c'est un petit peu, c'est la fête, mais ça pose quand même quelques problèmes. Donc je vais détailler maintenant. Il faut rester vigilant, il ne faut pas s'emballer sur ces tendances qui se produisent parce que ça rappelle beaucoup la situation qu'on a eue en fait au moment de l'implosion de la bulle techno en 2000. Alors pour l'instant, on est au début de l'étape d'implosion de la bulle techno-US et de la phase de rotation d'actifs. Et c'est une étape qui est encore bénigne, qui est encore tranquille, pendant laquelle les investisseurs se disent il suffit de vendre nos valeurs techno pour donc pour se reporter vers les segments value de la cote, à ceux dont on a parlé précédemment. Et comme ça, on va continuer à gagner beaucoup d'argent, à profiter de la hausse générale des marchés. C'est encore une phase optimiste, mais le gros problème, c'est que la croissance américaine en ce moment, elle ne tient précisément que par l'inflation de la bulle techno. C'est-à-dire que les ménages les plus riches, qui sont placés pour l'essentiel, qui sont investis pour l'essentiel en méga caps du secteur techno-américain, ils voient leur patrimoine augmenter rapidement, du coup ils sont incités à consommer plus et dans le même temps les valeurs techno investissent massivement en capex pour les infrastructures intelligence artificielle et ça stimule aussi la croissance. Si la rotation d'actifs devait se poursuivre, devait s'amplifier, on aurait une accentuation de la baisse de l'ensemble des secteurs techno. Et du coup, les deux sources de croissance actuelles aux États-Unis, c'est-à-dire les dépenses des ménages les plus riches et les dépenses d'investissement en IA, seraient fortement ralenties. Et on risque à ce moment-là d'avoir une récession.
et que ça entraîne une baisse beaucoup plus générale, beaucoup plus large des marchés. Pour l'instant, on est au premier craquement, c'est-à-dire qu'il y a quelques valeurs du secteur techno qui se sont retournées, on n'a pas l'entir. On a les actifs les plus à risque, comme le Bitcoin aussi, qui se sont retournés à la baisse. Mais il y a d'autres secteurs qui résistent encore. Donc, le principal que je surveille, pour l'instant, c'est l'indice des semi-conducteurs, qui est une sorte de Nasdaq sous stéroïdes, qui monte encore plus vite que le Nasdaq. Vous voyez ici le graphique de l'indice des semi-conducteurs américains. On était à 12 fin 2022. On a quadruplé en l'espace de 3 ans sur ce secteur. Donc, les valorisations sont évidemment complètement délirantes, encore pire que sur les méga caps techno, mais pour l'instant, ce secteur, il tient, il ne s'est pas retourné encore, et le fleuron des méga caps techno, c'est-à-dire Nvidia, ne s'est pas encore retourné non plus. Donc, on est vraiment juste au premier craquement. Mais si ces deux-là devaient se retourner, c'est-à-dire si on doit avoir la même figure sur Nvidia qu'on l'a en ce moment sur le Bitcoin ou sur Palantir, là, ça sera un gros signal d'alarme. Et là, il faudra, à mon avis, augmenter fortement la part de liquidité des portefeuilles. Donc maintenant, je vous propose de regarder comment ça s'est passé en 2000 pour différents segments value de la cote. Alors, le premier qu'on va regarder sont les small caps américaines. Alors, les small caps américaines en 2000 étaient très différentes des small caps d'aujourd'hui. À l'époque, c'était des entreprises rentables, c'était des entreprises décotées, elles avaient un vrai profil value. Aujourd'hui, dans les small caps américaines, on trouve pas mal de canards boiteux, de sociétés zombies qui sont très endettées, qui sont peu rentables. C'est beaucoup moins représentatif de l'investissement value que ça ne l'était à l'époque. Mais à l'époque, donc, on avait l'indice SP600, qui est ici dollar SML, sur StockCharts. Et voilà ce que ça a donné. Donc, quand le Nasdaq a commencé à cracher, ces small caps, en gros, pendant 3 ans, ont fait plus ou moins une tendance horizontale. Elles n'ont quand même pas gagné, elles progressaient avant. Donc, pareil, un peu comme en ce moment, au tout début de la rotation d'actifs, elles montaient très bien. Et ensuite, vous voyez qu'à chaque grosse impulsion baissière sur le Nasdaq, dans les paroxysmes baissiers, on avait quand même des corrections significatives sur ce segment des small caps value. Bon, c'était des corrections en général de 15-20% à plusieurs reprises où elles perdaient à chaque fois les gains qu'elles avaient accumulés dans les mois précédents. Donc, ce n'était pas un mauvais investissement quand même sur la période, puisqu'il a bien résisté à la baisse générale des indices, mais ce n'était pas non plus la panacée qu'on pourrait attendre d'une simple rotation d'actifs. Pour le tracker marché émergent maintenant, donc voilà ce que ça donne. Et vous voyez que là, la tendance est aussi moins favorable que sur les small caps value, puisqu'on a une baisse importante. On est passé de 11,5 à 7 dollars sur la première phase du crash du secteur techno-américain. Donc, les marchés émergents à l'époque ont cédé quand même une bonne partie de leurs gains accumulés précédemment. Et ensuite, dans une seconde phase du crash techno-américain, ça a commencé à se redresser, mais c'est véritablement qu'une fois le crash techno-américain terminé, que ces marchés émergents ont complètement explosé à la hausse, ont vraiment beaucoup gagné de terrain. Donc, ils ont fait bien sûr mieux que le Nasdaq américain, ils ont mieux résisté, mais ils ont quand même baissé sur la période. Maintenant, pour les valeurs pétrolières, donc on va regarder l'indice américain des valeurs pétrolières à l'époque, DG US Oil Gas. Et voilà le tableau qu'on a. Donc, dans une première phase, cet indice avait quand même pas mal performé. Il avait bénéficié d'une rotation d'actifs intéressante. On était passé de 180 à 260, vraiment dans la partie la plus forte de la baisse du secteur techno-américain. Il a quand même cédé du terrain. Il a cédé les gains qu'il avait accumulés dans la première phase ici. Et ensuite, à partir du second semestre 2002, il a vraiment explosé à la hausse. Et là, c'est une hausse qui a duré de nombreuses années, jusqu'à 2008, avec une très, très large surperformance des secteurs
par rapport aux valeurs américaines. En fait, à l'époque, il n'y a que deux secteurs qui ont évolué de façon totalement décorrélée, qui ont vraiment gagné du terrain pendant que tout le reste baissait. C'était les promoteurs immobiliers. Donc, c'est DGUSHB sur StockChart. Vous allez voir ce que ça donne, hein, ces promoteurs immobiliers à l'époque. Donc voilà, vous voyez, cette fois, la hausse est constante, même en plein cœur de baisse sur les grands indices. Ces promoteurs ont progressé et ont continué ensuite à progresser fortement en 2003-2004. Et puis l'autre secteur qui a vraiment très très bien performé avec une toute petite baisse initiale, c'est le secteur des mines d'or. Donc voilà ce que ça a donné. Alors le secteur des mines d'or, malgré tout, a subi sur l'année 2000 une baisse relativement importante. On est passé de 70 à moins de 40 sur le HUI index dans un premier temps, mais après, ça a véritablement explosé à la hausse là aussi. Alors ce qui caractérise ces deux secteurs, c'est que lorsqu'ils ont lancé leur impulsion haussière à contre-courant des marchés généraux, ils avaient des valorisations totalement en bas de cycle. Ici, je vous montre la situation de Lennar Corp, qui est un des plus gros promoteurs américains. Donc, Lennar Corp en 2000, notamment sur le ratio clé valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, on était là au début de l'année 2000, donc on était complètement en bas de fourchette avec un ratio de seulement 0,4 fois qui a été retouché ensuite au plus fort de la crise financière 2008-2009. Alors aujourd'hui, sur Lennar Corp, on n'est pas tout à fait dans cette situation. On est relativement en bas de fourchette quand même, hein, à 0,7 fois, mais on n'est pas aussi bas qu'on l'était en 2000. Donc, ce n'est pas du tout garanti que les promoteurs immobiliers américains puissent rééditer 7 fois la performance qu'ils avaient fait sur le crash des technos en 2001-2002, notamment dans un contexte où les taux longs sont quand même beaucoup plus élevés qu'à l'époque. Maintenant, si l'exécutif américain arrive à prendre le contrôle de la Fed, à mettre en place des taux réels négatifs, à mettre en place des taux d'emprunt très bas, peut-être qu'on pourra avoir la même performance à voir. Pour les mines d'or maintenant, je vous propose de regarder un baromètre du secteur, c'est-à-dire les valeurs emblématiques, les très grosses capitalisations du secteur des mines d'or. Newmont est l'exemple parfait. Les ratios de valorisation de Newmont, notamment le ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, lorsque l'impulsion haussière a été lancée, était très bas. Vous voyez qu'on était complètement en bas de fourchette, donc fin 2000, et c'est là que les mines d'or ont commencé à décoller. Aujourd'hui, on n'est absolument pas dans cette situation, on est au contraire plutôt en haute fourchette sur le secteur des mines d'or. Donc, je ne pense pas que s'il y a un crash du secteur techno aujourd'hui aux États-Unis, on va totalement bénéficier d'une rotation d'actifs, hein, comme ça a pu être le cas à l'époque sur les mines d'or, avec une grosse hausse à contre-courant à partir de 2001. Il faut être assez méfiant sur ce secteur des mines d'or. Pour ceux qui s'intéressent à l'uranium, c'est exactement la même chose en pire, hein. Si on regarde la valeur emblématique du secteur, le baromètre qui est Cameco, donc, au niveau ratio, Cameco, voilà ce que ça donne. Donc, je vais prendre le ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires. Donc, on va se placer sur l'échelle de temps la plus longue possible. Vous voyez où on en est aujourd'hui. On est à des ratios de 20 fois le chiffre d'affaires. C'est complètement délirant. Alors que sur 2000, on était tout en bas. Donc aujourd'hui, ceux qui achètent des valeurs du secteur uranium en croyant profiter d'une rotation d'actifs et en se disant si le Nasdaq crash, je serai protégé avec les valeurs uranium, ils risquent de se tromper lourdement parce qu'on est très très en haut de cycle en ce moment. Donc l'idée aujourd'hui, si on veut profiter d'une rotation d'actifs, c'est de chercher des valeurs qui sont en bas de cycle, des secteurs qui sont vraiment en bas de cycle. Et le problème, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. Il y en avait en 2000, en 2000-2001, et aujourd'hui, c'est très, très difficile à trouver. Si j'ai Lennar Corp, j'ai trouvé Lennar Corp sur Singapour, qui est principalement dans le secteur huile de palme,
qui pourrait correspondre ou presque correspondre. Vous voyez qu'en termes, en ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, on est quand même assez proche du bas de fourchette sur l'Enercorp. Et globalement, il y a pas mal de valeurs du secteur huile de palme aujourd'hui qui sont assez en bas de fourchette. Hein. Même si le secteur a beaucoup monté, hein, je vous avais parlé d'Anglo Eastern Plantation, donc à l'époque, on était à 650 pence, on est à 1500 et quelques. Hein, donc dans les portefeuilles que je propose, cette valeur a quand même très très bien performé. Je viens d'en introduire une autre qui est en retard, complètement en retard, qui a été un peu oubliée de la hausse du secteur. Donc j'espère qu'elle va suivre un chemin équivalent, si possible, dans les années qui viennent. Mais si on regarde les valorisations des pays émergents, par exemple, on n'est pas si en bas de fourchette que ça aujourd'hui. Alors, je commence par vous montrer la situation de quelques marchés asiatiques, donc marchés développés pour commencer. Ici, vous avez Singapour. On était bien en bas de fourchette fin 2023, début 2024, mais là, on est revenu. On n'est pas trop cher, on n'est pas en haut de cycle, mais on est au milieu. Donc, s'il y a un gros accident de parcours aux États-Unis, probablement que ce marché va corriger, même si sur le long terme, à échéance de 3 ans, 4 ans, 5 ans, il va surperformer les US probablement. Hong Kong, c'est la même chose. Vous voyez, on était complètement en bas de fourchette début 2024. Aujourd'hui, on est en milieu de fourchette. La Pologne aussi, donc j'ai beaucoup parlé de la Pologne. Voilà où on en est sur la Pologne. C'était merveilleux en 2023, on était tout en bas de cycle. Maintenant, on est revenu en milieu de fourchette et on est même sur les plus hautes valeurs en termes de ratio CAPE. Depuis à peu près depuis 10-15 ans. Donc il y a quand même un risque de correction là aussi si les US devaient céder. Donc il y a pas mal de marchés qui sont dans cette situation. L'Inde en marché émergent est quand même valorisé chèrement. La Malaisie, pas trop. Hein. La Malaisie reste quand même assez en bas de cycle en ce moment. Donc, j'aime bien les valeurs malaisiennes actuellement. Et du côté de l'Amérique latine, on a aussi plutôt des valorisations encore proches d'un bas de cycle en ce moment. Ici, par exemple, pour le Brésil. Donc, les trackers, les ETF Amérique latine, en ce moment, peuvent être intéressants. Donc voilà, c'est un petit panorama que je souhaitais vous montrer. Je vais finir par le secteur pétrolier. On va s'intéresser par exemple au ratio de valorisation de majeures européennes comme Eni. Donc voilà ce que ça donne pour la valeur Eni. Donc pareil, on était dans un bas de fourchette absolument exceptionnel en 2023, début 2024. Depuis, on n'est pas du tout trop cher. On n'est pas en haut de fourchette, hein, surtout si on élargit le graphique. On reste plutôt en bas de cycle, mais on n'est pas non plus totalement en bas de fourchette par rapport aux références des 10-15 dernières années. Voilà, alors en conclusion, pour cette vidéo, je souhaitais vous délivrer un message de prudence. C'est sûr qu'en ce moment, on est assez euphorique parce que les investisseurs value sont assez euphoriques parce que tous les segments value montent rapidement. On gagne vraiment très très bien sa vie. Mais si un gros accident de parcours se produit aux États-Unis, n'oubliez pas que ces segments value, les émergents, même les valeurs pétrolières, même certaines small caps value qui ont beaucoup progressé jusqu'ici, sont exposés à une correction parce qu'il y a peu de segments aujourd'hui qui sont totalement en bas de cycle. Alors la bonne nouvelle, c'est que si on se place sur le long terme à horizon de 4-5 ans, la rotation d'actifs qui a démarré, elle va se poursuivre, elle va durer au moins 5 à 10 ans. Donc on aura encore beaucoup d'argent, beaucoup d'opportunités sur les segments value. Mais il faut être très vigilant, très prudent sur les 6-12 mois qui viennent parce qu'on pourra avoir des corrections fortes. Donc suivez bien les indices semi-conducteurs, la situation d'NVIDIA, c'est-à-dire les baromètres des fleurons de la tech US. S'ils se retournent, soyez prêts quand même à dégager des liquidités pour saisir des opportunités qui se présenteront à la baisse. Et est-ce qu'il y a des secteurs qui seraient susceptibles malgré tout de faire comme le miraculeux promoteur, comme les miraculeux promoteurs immobiliers
américain où les mines d'or sur la période 2001-2002, c'est-à-dire monter totalement à contre-courant des grands indices, ça sera plus compliqué qu'en 2000. Malgré tout, je pense qu'il y a une possibilité sur le segment huile de palme et peut-être sur les valeurs pétrolières. Bon, quand on voit les ratios d'Eni, on n'est pas complètement en bas de cycle, mais on n'est quand même pas loin. Donc sur les valeurs pétrolières aussi, on pourra avoir un comportement totalement à contre-courant si on a une amplification des tensions géopolitiques, des conflits donc à l'échelle mondiale dans les années qui viennent. Voilà, je vous souhaite de bons investissements à toutes et à tous.